Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler de la drépanocytose. C'est une anémie hémolytique qui est congénitale due à une anomalie de l'hémoglobine. Dans les précédentes vidéos, on a déjà parlé de l'hémolyse physiologique, l'hémolyse pathologique, les causes de l'hémolyse pathologique. Les causes de l'hémolyse pathologique qui peut être d'origine corpusculaire ou bien extracorpusculaire. Corpusculaire, généralement, c'est des problèmes qui sont congénitaux. C'est des problèmes congénitaux, donc soit anomalie de l'hémoglobine, soit une anomalie de la membrane, soit un déficit enzymatique. C'est un problème de l'indiconstitution de globules rouges. Pour l'hémoglobine, on a soit un problème qui est qualitatif, soit un problème qui est quantitatif. Quantitative quand il y a un déficit de la synthèse de une des deux chaînes de l'hémoglobine. Donc on aura soit, s'il y a un déficit des chaînes bêta, on aura une bêta-thalassémie. S'il y a un déficit en alpha, on a l'alpha-thalassémie. On a vu donc les différentes manifestations cliniques, complications cliniques biologiques et complications, et comment traiter les bêta-thalassémies en détaillant la forme majeure ou la maladie de Colli. Il y a la forme intermédiaire et bien sûr la forme hétérozygote qui est asymptomatique. Aujourd'hui, on va voir les syndromes drépanocytaires, ou bien on commence par la drépanocytose. Donc, on a déjà détaillé c'est quoi l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine, c'est le principal constituant de globules rouges. Son rôle, c'est le transport de l'oxygène. Il est formé de 4 chaînes polypeptidiques. Donc, deux paires de chaînes d'hémoglobine, de chaînes de globine polypeptidiques identiques. Donc, soit deux chaînes alpha et deux chaînes non alpha. Pour la synthèse, donc chaîne alpha, dès la vie fœtale, on a de la chaîne alpha qui est synthétisée. Pour les chaînes non alpha, il y a à la vie fœtale, il y a les chaînes gamma qui sont synthétisées. Après la naissance, il y a les chaînes bêta qui prennent le relais. Donc, il y a diminution des chaînes gamma et c'est les chaînes bêta qui prennent le relais. Donc, dans la vie fœtale, on a deux alpha et deux gamma qui donnent l'hémoglobine F. Et chez l'adulte, c'est deux alpha et deux bêta qui donnent l'hémoglobine A adulte. Donc, c'est pour ça, si on fait électrophoragie chez le nouveau-né, on retrouve que la fraction hémoglobine F, c'est la fraction majoritaire. Ensuite, chez l'adulte, c'est l'hémoglobine A qui est majoritaire. On a trace d'hémoglobine F qui sont inférieures à 1%. A2, c'est une hémoglobine qui est constituée de deux chaînes alpha et deux chaînes delta. Elle est de 2 à 3%. Donc voilà. Pour les chaînes alpha essentielles, donc c'est le chromosome 16 qui est responsable de la synthèse de chaînes alpha. Et pour les chaînes bêta, c'est surtout le chromosome 11. Voilà. On va parler maintenant de la drépanocytose. C'est quoi la drépanocytose? Ça a été, donc c'était des petits rappels. Maintenant, on va entamer la drépanocytose. La drépanocytose, comme la bêta-thalassémie, c'est une anémie hémolytique. Il y a donc l'hémolyse, il y a destruction des globules rouges congénitale. Congénitale parce que c'est héréditaire. Elle est due à une anomalie qualitative de l'hémoglobine. C'est pas comme la bêta-thalassémie qui est un déficit de l'une des chaînes de l'hémoglobine. Là, c'est une anomalie de la structure. Donc, c'est une anomalie qui est qualitative, qui est due à une mutation au niveau de la chaîne bêta en position 6. Donc, sur, bien sûr, le chromosome 11. Voilà, donc c'est le chromosome 11 qui est responsable de la synthèse de la chaîne bêta. Donc, en position 6, il y a une mutation. Qu'est-ce qu'elle va donner cette mutation? Donc, c'est l'acide glutamique quand il y a cette mutation. Donc, l'acide glutamique
au niveau de la chaîne bêta, on a dit qu'il y a 144 acides aminés. L'acide glutamique, il est remplacé par une valine en position 6. Donc la chaîne bêta en position 6, il y a une mutation qui va donner donc de l'acide glutamique qui est remplacé par une valine. Donc au lieu qu'il y ait de l'acide glutamique à cette position, donc il y aura de la valine, ce qui va donner une hémoglobine qui n'est pas normale. Donc c'est pas une chaîne bêta qui est normale. Donc elle va aboutir à, donc ça va nous donner une hémoglobine qui est anormale. Cette hémoglobine s'appelle hémoglobine S, c'est l'hémoglobine S. Bien sûr, qui dit héréditaire congénitale, donc on doit parler de mode de transmission. C'est une maladie de transmission autosomique récessive, c'est-à-dire il faut que les deux parents récessifs, c'est-à-dire il y a la forme homozygote, il y a la forme hétérozygote. Hétérozygote, elle est asymptomatique, c'est le porteur de la maladie. Donc voilà, donc pour qu'il y ait un patient atteint de drépanocytose, il faut que les deux parents soient hétérozygotes. Donc, si on a deux parents hétérozygotes, donc on a une probabilité de 25% d'avoir un enfant sain, 25% un enfant malade, homozygote, et 50% hétérozygote. Donc, voilà pour l'hémoglobine S. Elle est différente de l'hémoglobine, donc elle est différente bien sûr de l'hémoglobine normale. Ce qui va donner cette hémoglobine S, on va voir sur le plan physiopathologique comment elle va déformer le globule rouge. Un mot sur l'épidémiologie, ce qu'il faut savoir pour matière d'épidémiologie, que elle est fréquente dans le pourtour méditerranéen et en Algérie, sur une enquête multicentrique donc nationale, on a trouvé que elle existe des foyers à l'est surtout l'est. Donc c'est un moyen donc d'orientation. Si un patient qui vient pour anémie hémolytique, un enfant pour anémie hémolytique, il vient de l'Est, donc on peut au premier plan suspecter la drépanocytose. Donc surtout Taraf, Annaba, Skikda. Donc voilà la fréquence, pour la fréquence. Pour la physiopathologie, donc on a dit que l'acide glutamique est remplacé par une valine. La valine à l'état désoxygéné, donc je dis bien à l'état désoxygéné. Donc, il faut qu'il y ait un état désoxygéné. Donc, il faut qu'il y ait un facteur déclenchant, un facteur favorisant. Donc, ça, c'est le premier point. La valine devient hydrophobe. Donc, la valine, elle est hydrophobe à l'état désoxygéné. Donc, si on a un état désoxygéné et la valine, elle est hydrophobe à l'état désoxygéné. Donc, elle va effectuer une liaison avec les autres chaînes de globine. Donc, cette chaîne bêta qui contient de la valine, elle va se lier avec les autres chaînes de globine, avec les autres globines. Donc, qu'est-ce qu'elle va donner? Donc, voilà schématiquement. Donc, hémoglobine après polymérisation. Donc ça, ils sont pas liés. Donc les chaînes bêta, ils sont détachées, les chaînes anormales bêta, ils sont détachées. Mais quand il y a un état de désoxygénation, puisque la valine, elle est hydrophobe, donc il y aura une liaison avec les autres chaînes de globine. Donc c'est ça ce qu'on appelle la liaison à l'état désoxygéné. Du coup, qu'est-ce qu'on aura? Donc par conséquence, on aura liaison avec les autres, donc polymérisation. Donc, polymérisation et gélification de l'hémoglobine. Il y aura une polymérisation, donc modification spatiale de l'hémoglobine. Et on a vu, ça c'est schématiquement la forme de l'hémoglobine spatiale. Donc, il y aura une modification de la configuration. Du coup, il y aura une falciformation, donc formation en fossile. L'hémoglobine, elle va se former en forme de fossile qui va déformer globules rouges et donner des globules rouges en fossile.
Donc, c'est ça ce qu'on appelle la falciformation. Donc, à l'état normal, il n'y a pas de désoxygénation, il n'y a pas de problème. Donc, globule rouge, il est oxygéné, donc il est forme biconcave, il n'y a pas de problème. Quand il y a un état de désoxygénation, donc il y a un facteur déclenchant qui va provoquer une hypoxie ou une désoxygénation, donc il y aura la valine qui est hydrophobe, elle va se lier avec les autres globines et elle va se polymériser. Donc, elle va subir une gélification et elle va se polymériser donc et de modifier la forme spatiale de l'hémoglobine et elle va donner donc déformer globules rouges en forme de faucille. Donc voilà, c'est pour ça on parle de drépanocytes. Drépanocytes, c'est le globule rouge en forme de faucille qui est due à l'hémoglobine S. Donc, c'est la valine qui est hydrophobe qui provoque cette polymérisation. Donc, c'est ça. On peut résumer, c'est quoi la drépanocytose. Du coup, on aura une falciformation des globules rouges qui sont morphologiquement rigides. Donc, c'est comme ça, en faucille, forme de faucille. Donc, ce ne sont pas des globules rouges fonctionnels. Donc, il y aura de l'hémolyse. Donc, l'hémolyse, c'est la triade, l'ictère, la pâleur et la splénomégalie. Très bien, parce que c'est une anémie qui est chronique. C'est pour ça, c'est au niveau tissulaire, hémolyse intratissulaire essentiellement. Et il y a une rigidité des globules rouges. Donc, il perd sa forme biconcave qui a la caractéristique qui est donc sa capacité de déformabilité qui est importante. Donc, elle peut passer dans les petits vaisseaux. Mais puisqu'elle a changé de forme, donc il y aura une rigidité des globules rouges qui vont provoquer des occlusions, des vaso-occlusions, donc au niveau surtout des petits vaisseaux. Du coup, on aura une micro-infractus. Cette obstruction, elle va provoquer des douleurs et bien sûr, quand il y a à chaque fois il y a des microthrombus au niveau de la rate, on aura ce qu'on appelle à l'âge de 6 jusqu'à 10 ans une autosplénictomie. Donc voilà la physiopathologie de drépanocytose. Il y a un point qui est très important à retenir, il va nous aider pour le traitement. Donc, dans le globule rouge, si on a de l'hémoglobine F, l'hémoglobine F, on a dit que c'est la fœtale, c'est 2 alpha, 2 gamma. L'hémoglobine F, elle inhibe la polymérisation des globules rouges, de l'hémoglobine S. Elle inhibe, c'est une notion qui est très importante, elle va nous aider dans le traitement. Donc, l'hémoglobine F inhibe la polymérisation de l'hémoglobine S. Donc, il n'y aura pas, ça diminue la polymérisation, donc il n'y aura pas la formation de drépanocytes. Ça, c'est comment il y aura l'adhésion, l'oxydation, déshydratation, l'activation endothéliale. Elle peut donner donc, ça c'est l'érythropoïèse accrue, donc pour régénérer un petit peu. Et ça, c'est la liaison avec le système endothélial. Donc, voilà l'adhérence des globules rouges à l'endothélium dans la drépanocytose. Donc, voilà l'adhésion. Et quand il y a, bien sûr, une anémie, une hémolyse excessive, donc il y aura une érythropoïèse pour compenser le déficit. On a dit à l'état désoxygéné. Donc, il faut qu'il y ait des facteurs favorisants. Donc, quels sont les facteurs favorisants? Donc, c'est les états d'hypoxie, essentiellement les infections, augmentation de la fièvre, l'anesthésie générale, donc c'est un état d'hypoxie, l'altitude, diminution de l'oxygène, donc désoxygénation, effort prolongé, donc déshydratation, qui est des déshydratations, donc on a besoin plus d'oxygène, cours à pied, course à pied, insuffisance respiratoire, les états de déshydratation comme forte chaleur, effort prolongé, l'infection avec fièvre, l'état de stress oxydatif, donc voilà, stress, etc. Donc, on reprend, on a
cette mutation qui va remplacer la position 6 de la chaîne bêta sur le chromosome 11. Donc, il y a l'acide glutamique qui est remplacé par une valine. Donc, il y a la formation d'une hémoglobine qui est anormale. En cas de baisse de la pression de l'O2, donc augmentation, une acidose, augmentation de la température, déshydratation, etc. Qu'est-ce qu'on aura? Valine, elle sera, donc elle est hydrophobe, donc elle va se lier aux autres globines, donc il y aura une polymérisation de l'hémoglobine S qui est insoluble. Du coup, il y a une diminution de l'hémoglobine S donc, pour l'affinité. On a dit que l'hémoglobine F, elle inhibe cette polymérisation. Mais si on a la polymérisation, donc les conséquences ce sont donc augmentation de la perméabilité de la membrane, donc déshydratation, concentration hémoglobine S, donc ça entretient ce mécanisme et ça entretient la polymérisation. Donc diminution de la déformabilité, donc une vaso-occlusion, donc adhésion cellulaire après l'hyperviscosité et ça donne des vaso-occlusions, des micro-infarctus et des douleurs. Une rigidification, donc rupture et fragmentation globules rouges, donc hémolyse et altération de la membrane de globules rouges. Donc ça, c'est les mécanismes physiopathologiques et tout ce qui est en bleu, c'est les facteurs favorisants. On passe à la clinique. Donc on a compris, j'espère que vous avez compris la physiopathologie. Maintenant, on va entamer la clinique. Donc, on a dit que l'hémoglobine F, elle protège contre la polymérisation. On a de l'hémoglobine F qui va persister après la naissance jusqu'à 6e mois. Donc, la date d'apparition, c'est entre 6 mois à 1 année. Voilà. Donc, ça, c'est la date d'apparition, c'est entre 6e à 11 à 1 année. 6e à 1 année. Les signes cliniques, donc, il y a à l'état de base, donc, c'est une anémie hémolytique chronique. Donc, il y a une triade hémolytique. Il y a la pâleur, l'ictare et la splénomégalie. Mais, puisqu'il y a des micro-infarctus, après donc 6 à 7 ans, il y aura ce qu'on appelle l'autosplénictomie par infarcissement ischémique. Donc c'est les microthrombus. À chaque fois, ils passent au niveau de la rate, il y aura une autosplénictomie. Donc à partir de 6 à 10 ans, il y a disparition de la rate. C'est une particularité de la drépanocytose homozygote SS. Voilà. Et il n'y a pas de retard staturo-pondéral. Au stade des complications, c'est surtout les crises douloureuses et les infections. Ça, c'est les complications aiguës. C'est les infections. Parce que les patients, il y a le micro-infarctus, donc la splénie, donc le patient va développer des infections. Et les autres complications, c'est les micro-infarctus à chaque état de désoxygénation, donc c'est les crises douloureuses. Au stade des complications chroniques, c'est l'ulcère de jambe, donc c'est la complication de l'hémolyse, lithiase, c'est complication de l'hémolyse chronique, nécrose osseuse, donc c'est les complications dégénératives de la osseuse, rétinopathie, donc moi, je préfère de décrire la symptomatologie selon l'âge. Donc, entre 6 à 18 mois, il y a la triade hémolytique complète, pâleur, ictère, splénomégalie. Quelles sont les complications? Donc, c'est des signes cliniques et des complications en fonction de la tranche d'âge. Chez l'enfant, donc jusqu'à 18 mois, jusqu'à 5 ans, donc c'est surtout les infections récurrentes et les syndromes douloureux, syndrome main-pied, donc des douleurs au niveau des deux mains et au niveau de pieds. Donc c'est les crises douloureuses des extrémités. Voilà. Et les douleurs abdominales, parfois syndrome thoracique. Et on a à partir de 5 à 15 ans, c'est la pâleur ictère, la splénomégalie qui disparaît après 6 ans. C'est la particularité de la drépanocytose. Et comme complication, c'est surtout les crises vaso-occlusives. On a des douleurs osseuses à répétition, le priapisme, c'est-à-dire thrombose au niveau génital. Donc, ça va donner des érections douloureuses, donc par thrombose. Donc, l'hématurie, les infections urinaires et méningites, parce qu'il y a l'aspirisme, surtout les crises hémolytiques avec crise aplastique. C'est-à-dire, c'est quoi crise aplastique? Donc, il y aura une anémie sévère.
sévère. Donc, en cas d'infection, surtout par parvovirus. Quand il y a une infection virale, ça aggrave l'anémie jusqu'à une anémie sévère. Donc, ça, c'est les complications 5 à 15 ans. Après, donc l'âge adulte, donc après 15 ans, on a pâleur élictaire, c'est l'hémolyse, c'est la symptomatologie, mais surtout les complications dégénératives. C'est après l'âge donc de 15 ans, donc il y aura l'installation parce que il y a plusieurs microthrombus au fur du temps. Au fur et à mesure, donc on aura des complications au fil du temps, donc on aura des complications dégénératives comme la nécrose aseptique. Donc il y a thrombose au niveau de l'os, thrombose jusqu'à donner une nécrose aseptique de la tête fémorale. Et elle peut toucher les têtes tibiales, plateau tibial, elle peut toucher tous les os. Atteinte rénale, parce qu'il y a les microthrombus rénaux. Donc, elle va donner une atteinte rénale. Ulcère de la jambe, parce qu'il y a un trouble trophique de la peau. Il y a une rétinopathie, parce qu'il y a des thrombus au niveau des microcirculations. Donc, elle peut toucher le cœur, elle peut donner de l'ischémie myocardique, elle peut donner des rétinopathies, elle peut donner de l'AVC. Donc, donc tous les vaisseaux peuvent être touchés, que ce soit au niveau cérébral, que ce soit au niveau du cœur, au niveau du poumon. Au niveau du poumon, il y a un syndrome thoracique aigu. C'est une urgence thérapeutique. Quand il y a des microthrombus à répétition et au niveau du poumon, ça va donner une détresse respiratoire avec douleur thoracique. Il faut suspecter le syndrome thoracique aigu et c'est une urgence thérapeutique. C'est parmi les crises vaso-occlusives qui est qui met le pronostic vital de l'enfant en jeu. Donc, qui met le pronostic vital en jeu. Donc, voilà le syndrome thoracique aigu. Donc, voilà la symptomatologie selon l'âge. Donc, schématiquement, donc on a tout ce qui est en rouge, c'est les crises vaso-occlusives ou bien les complications aiguës. Donc, elle peut toucher le vaisseau cérébral, donc elle donne des AVC, elle peut donner une surdité brutale, elle peut donner un syndrome thoracique aigu quand ça touche les circulations pulmonaires et c'est fréquent et c'est une urgence thérapeutique. Donc les lithiases à répétition, donc ça peut donner l'hémolyse chronique, il peut donner des lithiases vésiculaires, on a expliqué pourquoi. Donc priapisme, c'est les érections douloureuses, les crises vaso-occlusives, surtout chez l'enfant, c'est les syndromes main-pied, ensuite ça va être diffus, tous les os à partir de donc surtout 3 à 15 ans. Ensuite, on a les infections par asplénie fonctionnelle parce qu'il y a la rate, il y aura l'autosplénictomie et l'hémolyse. Donc, la fonction de la rate ne va pas s'effectuer d'une façon optimale. Donc, il y aura les infections à répétition. Voilà, surtout à pneumocoque, au hémophilus, etc. Et les complications dégénératives dues au microthrombus répétés. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Rétinopathie qui peut toucher les deux yeux, donc obstruction oropharyngée, donc l'hypertension à l'HTP. Elle peut toucher le cœur, c'est les cardiopathies drépanocytaires, la néphropathie quand ça touche les reins, bien sûr l'hémolyse, qui dit l'hémolyse, donc il y a libération du fer, on transfuse donc on surcharge en fer, donc surcharge, mais elle est moins importante que la bêta-thalassémie, parce que la principale complication bêta-thalassémie, c'est l'hémochromatose et surcharge en fer, parce qu'il y a également, parce que transfusion, on a besoin de beaucoup de transfusion, et deuxième des choses, il y a augmentation de l'absorption du fer. Mais dans la drépanocytose, on aura moins de transfusion et on fait les échanges. On va voir c'est quoi les échanges. Donc, il y a moins de risque d'avoir hémochromatose, mais le risque existe toujours. Donc, il y a l'hémochromatose et autres hépatopathies, etc. Donc, voilà, on peut résumer la symptomatologie. Donc, tout patient qui est un enfant qui vient pour des douleurs osseuses avec une triade hémolytique, avec des antécédents de transfusion, antécédents familiaux, des cas similaires, un mariage consanguin. Donc, on suspecte la drépanocytose. D'accord? Une anémie hémolytique avec douleur osseuse, on peut suspecter c'est une drépanocytose jusqu'à preuve du contraire. Donc, voilà. Une triade hémolytique avec douleur osseuse chez un enfant, avec antécédents de transfusion, antécédents familiaux, donc de cas similaires dans la famille,
très probablement un syndrome drépanocytaire et on fait le nécessaire. Donc ça, c'est des éléments d'orientation. Il faut connaître le maximum de signes cliniques, le maximum d'éléments biologiques pour qu'est-ce qu'on va. Donc on reprend le même symptomatologie comme l'occlusion, les infarctus, etc. Sur le plan biologique, donc, qui dit anémie hémolytique congénitale, dit anémie, donc hémoglobine entre 7 à 9, elle est normocytaire, normochrome. Elle est régénérative, taux rétique supérieur à 120 000. Le frottis sanguin, qu'est-ce qu'on va... Pardon, le frottis sanguin. Donc, c'est clair. On a dit que la forme des globules rouges, elle n'est pas normale. Donc, les globules rouges ont une forme de faucille, appelée drépanocyte. Donc, voilà l'aspect de drépanocyte. Donc, on peut vous donner cette planche et vous dire qu'est-ce que vous analysez ce frottis. Donc, c'est des cellules en forme de faucille, C'est le drépanocyte, on les retrouve à l'état spontané. Ou bien le test de falciformation, c'est-à-dire on provoque la falciformation. On met une lame et une lamelle et on désoxygène la goutte de sang et on étale. Comme ça, on aura la formation. Parce qu'à l'état normal, on retrouve que la moitié, quelques drépanocytes. Mais en cas d'état de désoxygénation, il y aura la formation des drépanocytes. Donc c'est pour ça on peut faire le test d'IMEC qui est de provoquer la drépano, c'est la formation de drépanocytes. Ensuite, tout ça, c'est des éléments d'orientation. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour confirmer notre diagnostic? D'abord, on doit faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'électrophorèse de l'hémoglobine? Donc, il n'y a pas d'hémoglobine A. Donc, parce que la bêta, elle est mutée. Donc, c'est pas alpha 2, bêta 2. Donc, on aura hémoglobine anormale qui est l'hémoglobine S, qui a notre forme de bêta. Donc, c'est l'acide glutamique qui est remplacé par la valine, donc qui est majoritaire jusqu'à 90%. A2, elle est normale. Et pour confirmer le diagnostic, toujours, l'enquête familiale, elle est obligatoire. Les deux parents doivent être hétérozygotes. Donc, hétérozygote, c'est-à-dire... C'est quoi hétérozygote? Généralement, elle est asymptomatique. Hein? Parfois, il y a une symptomatique en cas de désoxygénation extrême, mais il faut retenir que c'est asymptomatique. La formule, on trouve, elle est normale, il n'y a ni anémie ni rien, sauf on trouve la moitié de l'hémoglobine, elle est de forme hémoglobine S, c'est la moitié. Donc, l'autre moitié, c'est l'hémoglobine normale, l'hémoglobine A, donc 50 à 60%, et donc 40 à 45% hémoglobine S. Voilà ce qu'on peut dire. Ce qu'on peut dire sur la drépanocytose hétérozygote. Donc, les deux parents doivent avoir ce profil. Donc, pour les formes cliniques, donc, on a soit la forme hétérozygote qu'on vient de la voir. Ensuite, on a la drépanocytose homozygote, c'est la plus fréquente. SS, donc il y a mutation premier gène, deuxième gène. Les deux allèles ont une atteinte au niveau de la chaîne bêta, donc donnant l'hémoglobine S. Donc, premier, donc les deux parents sont hétérozygotes. Quand il y a une double hétérozygosie, c'est-à-dire un père qui est drépanocytaire hétérozygote et la mère, elle est bêta-thalle hétérozygote, qu'est-ce qu'on aura? Allèle d'ADN qui est S et l'autre allèle, elle est bêta-thalassémique. Donc, sur allèle, on a un déficit de la synthèse de bêta et sur l'autre, c'est la formation d'hémoglobine S, ce qu'on appelle le syndrome S-bêta, double hétérozygosie. Elle devient symptomatique. C'est pour ça l'enquête, elle est importante pour connaître est-ce que c'est SS, est-ce que c'est S-bêta ou bien c'est SC. SC, c'est une autre forme d'hémoglobinopathie. C, on a dit que la drépanocytose, c'est la formation d'hémoglobine S. Il y a une autre mutation qui peut donner de l'hémoglobine C.
c'est une autre pathologie, on appelle ça l'hémoglobinose, c'est une autre forme d'anomalie d'hémoglobine qualitative. L'hémoglobinose, mais elle est moins symptomatique que l'hémoglobine S. C'est pour ça on parle beaucoup plus de la drépanocytose qui est la plus fréquente et la plus symptomatique. Quand il y a association d'une anomalie la première allèle, on a un problème de S et deuxième, on a un problème de C. Donc, on aura le SC. Il y a donc les doubles hétérozygoties peuvent exister. Donc, S-bêta, c'est la plus fréquente. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le SS. Ce qui nous intéresse dans l'hémoglobinopathie, ce qu'il faut retenir, c'est la bêta-thalassémie. Ça, c'est anomalie quantitative. Et dans les anomalies qualitatives, SS et les S-bêta. C'est ça les plus importants. Donc, en résumant donc les formes cliniques, il y a la drépanocytose hétérozygote, il y a les syndromes drépanocytaires. Si on vous dit quels sont les syndromes drépanocytaires, vous répondez soit la drépanocytose SS, soit les formes hétérozygotes composites, ou bien les doubles hétérozygotes. Donc, il y a un problème des deux allèles, mais des problèmes qui sont différents. C'est pas SS ou bêta-bêta, non, non, c'est un problème S et un problème. Si on a S-bêta, comme l'anémie mixte, donc on a un peu de symptomatologie de la drépanocytose et on a un peu de la symptomatologie de la bêta-thalassémie. Quelle est la particularité? Donc là, syndrome drépanocytaire, vous répondez drépanocytose SS aux formes hétérozygotes composites. Donc il y a S-bêta, SC, ou les autres formes. Donc, on a vu déjà le S-bêta, particularité S-bêta. On a la symptomatologie de S, donc on a un parent qui est bêta-tal hétéro, un autre parent qui est drépanocytaire hétéro. Donc on aura soit sujet sain, dans 25% des cas, soit un patient, un enfant bêta-tal hétéro, soit un enfant drépano hétéro, soit un enfant malade qui est drépano, voilà, S-bêta, drépano bêta-tal. Donc, on aura de la symptomatologie, donc de la bêta-tal, donc une déformation, quelques déformations, il y a la triade hémolytique. La particularité de la S-bêta, c'est que la splénomégalie persiste. La splénomégalie persiste. Il n'y aura pas d'autosplénictomie. On a moins de douleurs osseuses. On a moins de douleurs osseuses. La déformation crânio-faciale, elle n'est pas plus importante, elle n'est pas très prononcée comme la bêta-thalassémie. Donc, c'est une clinique qui est mélangée entre le drépanocytose, donc on a un peu de douleur osseuse, on a un peu, et un peu de symptomatologie de la bêta-thal, déformation, etc. Mais une symptomatologie moindre. Donc voilà, on mélange. Donc on a soit S-bêta 0 quand il n'y a pas de synthèse bêta, donc maladie elle est sévère comme la drépanocytose homozygote, avec douleur osseuse, mais moins importante, hémoglobine 7 à 10, on a la microcytose. Comment on reconnaît? Donc on a la microcytose et on a au niveau du frottis des drépanocytes et une paukylocytose. Donc ça peut évoquer une S-bêta-thalassémie. Donc parce que drépanocyte c'est pour la drépanocytose et la paukylocytose, l'anomalie de forme, c'est la bêta-thalassémie. Donc le mélange peut évoquer la S-bêta-thalassémie. Si on fait l'électrophorèse d'hémoglobine, donc on a de l'hémoglobine S, il n'y a pas de A. On a de l'hémoglobine S, il y a de la F qui est élevée et un peu la A2. Donc voilà ce qu'il faut retenir. C'est ça le profil de l'électrophorèse de la S-bêta 0. Et ça c'est pour la S-bêta+. Il y a un peu de synthèse de chaîne bêta. Donc on aura la microcytose, la paukylocytose, on a la S en 60 à 80% un peu et la F qui est élevée. Donc voilà pour la S-bêta thalassémie. Pour le traitement, on va parler du traitement. Donc c'est surtout bilan thérapeutique, un groupage sanguin phénotypé dans le système KEL et Rhesus. Les sérologies virales et la recherche d'agglutinine irrégulière. Ça, on va détailler ça dans les transfusions. Les mesures générales, c'est éviter toutes les causes qui peuvent provoquer de l'hypoxie. Donc, il faut éviter la chaleur, il faut éviter les états d'infection, donc il faut éviter les baignades,
en eau froide, il faut éviter les vêtements serrés, il faut éviter les états de stress. Donc tout ça, il faut une bonne hydratation, il faut une bonne oxygénation. Donc tout ça, c'est les mesures générales pour éviter le facteur déclenchant qui va provoquer la polymérisation et donner des crises vaso-occlusives. Comme moyen de traitement, donc, il y a la transfusion, comme toute anémie hémolytique. Il y a les antalgiques, parce qu'il y a des douleurs osseuses, donc on doit donner des antalgiques par palier. On commence par les mineurs, donc premier palier, des paracétamol. Si ça ne donne pas, on passe au deuxième palier, les non morphiniques, les opiacés. Si ça donne pas, on passe troisième palier, comme c'est les paliers de l'OMS. Donc, troisième palier, c'est les drogues morphiniques. L'acide folique, parce qu'il y a de l'hémolyse chronique, on doit supplémenter en acide folique, en BNF. La chélation, en cas de surcharge en fer, c'est la ferritine, elle est supérieure à 1000 aux transfusions qui dépassent les 10 kilos. Une antibiothérapie préventive, parce qu'il y a la splénie, donc on donne de l'ospène à titre préventif. La vaccination, bien sûr, il y a l'autospleen, donc il faut une vaccination contre surtout le pneumocoque et l'hémophilus et le méningocoque. Et il y a l'inducteur de l'hémoglobine F. On a dit l'hémoglobine F, elle inhibe la polymérisation. Donc, si on augmente l'hémoglobine F, il y aura moins de crises vaso-occlusives, moins de polymérisation, moins de crises vaso-occlusives. Donc, on donne de l'hydria. On a dit l'hydria. Il a une particularité. C'est un antimitotique, mais on a vu qu'il a la capacité d'augmenter l'hémoglobine F. Donc, on l'a utilisé. Ça a donné de très bons résultats dans la drépanocytose. Et le seul traitement curateur qui est la greffe de moelle osseuse. La particularité, donc ça, c'est lutter contre la douleur. Pour le traitement symptomatique des crises. Si on a un patient qui vient pour crise vaso-occlusive, on donne de l'hygiène de vie. Donc, on le met dans une chambre qui est réchauffée, on hyperhydrate, on donne du sérum salé, bicarbonaté, on oxygène le patient, une lunette d'oxygène, on donne des antalgiques. On donne première antalgique paracétamol. Ça donne pas, on passe au deuxième palier. Ça donne pas, on passe au troisième palier. Le patient, il souffre toujours. Donc, on passe par les trois paliers. On hydrate, les mesures d'hygiène, on donne tout. Mais au bout de 24-48 heures, le patient, il souffre de douleur. Donc, on doit faire ce qu'on appelle l'échange transfusionnel. Donc, ça, c'est la particularité du traitement. Donc, c'est les transfusions. Donc, transfusion, on a soit des transfusions qui sont ponctuelles. Le patient, il vient pour crise aplastique. On a dit une anémie sévère qui est inférieure à 6. On transfuse. Voilà. Si le patient, il vient pour crise vaso-occlusive, donc il a déjà, on a dit que l'hyperviscosité, elle est augmentée. C'est de l'hémoglobine S, donc des globules rouges qui sont en excès. Mais ils sont de mauvaise qualité. Si on rajoute une transfusion, on va augmenter l'hyperviscosité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle échange transfusionnel. On enlève l'hémoglobine S et on va donner du sang normal. Donc ça, c'est échange transfusionnel. C'est pas une transfusion standard. Standard au ponctuel, c'est en cas de vraiment une anémie très sévère, 5. On peut pas soustraire du sang à un patient qui a 5 grammes d'hémoglobine ou 6. Donc, on doit rajouter du sang. Mais quand le patient, il est à 9 ou 10, mais il a des crises vaso-occlusives, donc on doit diminuer la charge en hémoglobine S. Il est à 90%. On le rend à 40%. On le rend hétérozygote. Vous avez compris? J'espère que vous avez compris le message. Donc, on fait un échange transfusionnel. Il y a différents types d'échanges transfusionnels. Soit échange transfusionnel, donc ponctuel. Donc, voilà. Donc, le message, c'est ne jamais dépasser 10 à 11 pour éviter l'hyperviscosité. Donc, il y a la transfusion ponctuelle, donc par des globulaires phénotypés, filtrés. Il faut que ça soit les mêmes parce que c'est des polytransfusés. Donc, pour éviter les problèmes d'immunisation. Donc, voilà. Les échanges transfusionnels, c'est remplacer les hémacées drépanocytes par des hémacées contenant de l'hémoglobine normale A. Il doit se faire, donc on peut le faire de deux manières, soit manuellement, c'est-à-dire on fait saigner, donc on fait une voie, il y a deux voies. Une voie, on commence à faire saigner le patient.
D'accord? Il y a des calculs à faire. On doit saigner par exemple 50 cc par kilo et remplacer par 40 cc par kilo. Toujours, il faut faire saigner plus que transfuser. Donc, on fait saigner, premier temps, on fait saigner et on place du sérum salé dans le bras contralatéral pour l'équilibre volumique, pour qu'il n'y ait pas de l'hypotension, autre chose. La moitié, quand on arrive à la moitié de la saignée, on commence la transfusion de l'autre côté. Donc voilà, c'est l'étape manuelle. Donc c'est manuellement. Ou bien par érythraphérèse, c'est un appareil qui est fait. Donc on branche le patient avec deux voies différentes. Il est branché à l'appareil. L'appareil, on met l'éculo globulaire. Cet appareil, elle va enlever du sang. Elle va le collecter dans une autre poche qu'elle va être jetée et elle va transfuser du sérum salé, ensuite du culot globulaire. C'est automatisé. Donc voilà, c'est plus confortable l'échange transfusionnel que l'échange manuel. Donc ça, il faut savoir qu'il y a l'échange manuel, l'échange transfusionnel. Et il y a donc transfusion, il y a transfusion ponctuelle, il y a l'échange transfusionnel. Transfusion ponctuelle, c'est en cas d'anémie sévère seulement. L'échange transfusionnel en cas il y a l'échange transfusionnel ponctuel. Donc, une fois, on le fait une fois. Il y a au long cours ces programmes. Donc, d'abord, il faut parler de l'échange transfusionnel en cas d'urgence. Si le patient il vient pour crise vaso-occlusive, il ne répond pas aux antalgiques, il ne répond pas à l'hydratation, il ne répond à rien, on fait l'échange transfusionnel. Si le patient arrive avec un AVC. On fait directement l'échange transfusionnel. Si le patient, par exemple, il vient pour, par exemple, priapisme, on tente des gestes avec l'urologue. Si ça ne donne pas, on fait l'échange transfusionnel. Donc ça, c'est des indications d'échange transfusionnel en urgence. Il y a l'échange transfusionnel ponctuel et il y a au long cours, c'est le programme transfusionnel ou bien le programme d'échange transfusionnel. Quand est-ce qu'on fait échange transfusionnel ponctuel? Donc rapidement, c'est en cas d'AVC, le patient il vient pour AVC. On a dit le syndrome thoracique aigu qui est une urgence. On n'attend pas les antalgiques AGC. Directement, on fait l'échange transfusionnel. Séquestration hépatique, accident septique, en cas de sepsis grave, en cas de crise vaso-occlusive hyperalgique qui ne répond pas aux antalgiques, en cas de priapisme et qui ne répond pas à l'effortile, préparation par exemple, patient, il va être opéré. On ne peut pas l'opérer drépanocytaire, il ne faut jamais l'opérer rapidement parce que parmi les facteurs déclenchants, c'est l'anesthésie générale. C'est un état de désoxygénation et ça va provoquer une falsiformation, donc une polymérisation. Donc, on doit diminuer la fraction de l'hémoglobine S par des échanges transfusionnels. Préparation pour la grossesse, donc ça, c'est des échanges ponctuels. Au long cours, échange transfusionnel, quand le patient fait de l'AVC, donc il faut toujours faire des échanges, même à titre préventif. Donc, c'est le programme d'échange transfusionnel. Il vient chaque mois pour faire, ça dépend, ça diffère d'un patient à un autre. Crise vaso-occlusive, donc au syndrome thoracique récidivant, donc on doit faire, ou bien ça ne répond pas à l'hydria. L'hydria, donc, il est important pour augmenter de l'hémoglobine S. Il est indiqué, l'hydria, il est indiqué l'hydroxurie. Donc voilà, c'est on résume le traitement. Donc on a vu l'étude contre la douleur, l'acide folique, traitement antibiotique prophylactique, chelation et l'indicateur d'hémoglobine F. Il est indiqué l'hydria en cas plus de 3 crises vaso-occlusives par an. Le patient, il vient pour 3 hospitalisations. C'est on calcule, on reprend le dossier, on voit qu'il a fait plus de 3 crises par an. On commence l'hydria. Si il a fait plus de syndrome thoracique par an, on commence l'hydria. Donc voilà les principales indications de l'hémoglobine F et ça permet d'améliorer la qualité de vie. Voilà, ça c'est la mesure d'hygiène. Il faut toujours hydrater, éviter l'époxy, les infections par vaccination, etc. Il faut traiter les facteurs déclenchants. Et voilà, donc ça c'est un schéma d'échange transfusionnel automatisé. Donc il y a la première voie, deuxième voie. Donc il y a la transfusion du sang qui est donc ça c'est le
ce qu'on injecte patiente, et ça c'est la saignée, donc c'est la poche du sang qui va être jetée, qui contient de l'hémoglobine S, et c'est que les globulaires normaux qui contiennent de l'hémoglobine A. Donc voilà pour l'échange transfusionnel. La surveillance, elle doit être mensuelle, trimestrielle et semestrielle. On doit faire des bilans, donc par exemple la ferritine à la recherche. Donc cliniquement, on doit suivre le développement staturo-pondéral de notre patient. Est-ce qu'il fait des crises ou non? Ça, sur le plan clinique, sur le plan hémogramme, il faut avoir toujours d'hémoglobine qui est entre 9 et 10 donc c'est pas comme, donc on ne doit pas dépasser les 10 grammes. D'accord, mais tout en permettant une croissance normale. Donc voilà, trimestriel, donc on doit faire des ferritines parce qu'en transfusant dans du fer, il y a de l'hémolyse chronique pour ne pas tomber dans la surcharge en fer. Ici, on a taux de ferritine qui est supérieur à 1000, on commence la chélation. Voilà, du surveillance de la sérologie, puisqu'on donne du produit sanguin, donc il y a un risque de d'immunisation d'infection virale. Et il y a les RAI, recherche d'agglutinine irrégulière, on va voir ça en détail dans la transfusion. Et il faut rechercher les complications dégénératives, faire un fond d'œil, faire donc des radiographies standards à la recherche d'ostéonécrose, la tête fémorale, tibiale, etc. Si on a douleur, s'il y a signe d'appel, etc. Donc voilà pour la surveillance, que ce soit clinique, biologique ou radiologique, pour détecter les complications. Et le traitement curatif, reste la greffe de moelle osseuse allogénique et la thérapie génique. Traitement préventif, il faut toujours un diagnostic prénatal, information de la famille à risque. Il faut dépister les hétérozygotes et les informer des risques éventuels. Ben, comme ça, on arrive, donc, on a fait les hémoglobinopathies. J'espère que ça a été clair. Ben, Sahaf Torkom, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.